Attendre. Que le temps passe. Que le téléphone sonne. Que la bonne nouvelle tombe enfin. Ils sont 1326 en liste d'attente pour une greffe d'organes en Belgique. 1326 à attendre des semaines, des mois, voire des années. Parmi ces 1326 personnes, il y a Colette, Laurent et Gabriel. 3 personnes pour qui la vie a ralenti du jour au lendemain. Pour eux, ce sont les jours les plus longs. Alors, je m'appelle Laurent, j'ai 49 ans et je suis en attente d'une greffe de cœur depuis maintenant 3 ans et demi. En avril 2016, donc le 2 avril 2016, j'ai eu un accident cardiaque assez grave. J'ai été pris en charge aux cliniques universitaires Saint-Luc où je suis resté pendant 3 semaines aux soins intensifs. Voilà, seconde maison en vue. J'ai commencé à faire de la réadaptation cardiaque pour essayer de retonifier, je dirais, le muscle cardiaque. Et puis après quelques mois, on s'est rendu compte que la progression n'avait pas été suffisante pour pouvoir assurer une vie normale, je vais dire. Et donc j'ai passé une série de tests en vue d'une greffe cardiaque et donc la décision a été prise en mars 2017 de m'inscrire en liste d'attente pour une greffe. Ici, monsieur est surtout là pour essayer de garder un minimum de musculature avant la greffe, donc de pouvoir être dans les meilleures conditions possibles, éviter la fonte musculaire puisque bien souvent, si le cœur est difficile, ne travaille pas comme il faut, les patients diminuent leurs activités et donc il y a une fonte musculaire qui s'installe. Ça, il faut tout à fait l'éviter. C'est pour ça qu'il va venir ici vraiment pour continuer à avoir une activité qui est suivie quand même. On va pouvoir continuer à le muscler, à garder une vie relativement active. Donc, quand on m'annonce que je vais être mis en liste d'attente pour avoir une greffe cardiaque, quelques mois plus tard, on me dit « oui, maintenant, ce serait bien que l'on vous implante un HeartMate ». Donc ça, c'est évidemment un peu la douche froide parce que pour moi, c'est encore une étape supplémentaire. C'est une opération supplémentaire qui est quand même pas banale. Donc, il faut vous ouvrir ici, etc. Donc, ça présente un certain nombre de risques. Et donc, c'est vrai que le premier réflexe que moi j'ai quand on me dit ça, c'est de dire moi, je ne me porte pas trop mal. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce HeartMate ? Et donc c'est une pompe en réalité qui est greffée au niveau du cœur et qui va se substituer au ventricule gauche en injectant du sang dans les artères et qui est reliée, la pompe est reliée à un système de batterie qui l'alimente, de batterie externe, donc dans une petite sacoche. Donc voilà, tous les soirs, donc les batteries tiennent pendant toute la journée, et tous les soirs, je me branche sur un transformateur qui est lui-même donc relié au secteur. Ça doit rester d'une manière ou d'une autre branché pour que la pompe puisse continuer à fonctionner. Et je prépare déjà pour le lendemain les batteries de telle manière à ce que, d'abord c'est plus facile pour le matin, mais si jamais il y a une panne de secteur pendant la nuit, à ce moment-là, l'appareil qui contient lui-même une petite batterie, mais qui a une autonomie d'un quart d'heure maximum, se met à hurler, c'est pas possible de ne pas se réveiller, et donc là j'ai le temps de vite me remettre sur batterie. Voilà. Les dernières semaines, avant qu'on ne m'implante le HeartMate, tout était devenu vraiment compliqué en termes d'efforts, y compris des efforts vraiment basiques. Et depuis qu'on m'a implanté le HeartMate, je dirais que dans les 2 mois qui ont suivi, je me sentais déjà beaucoup mieux et peux mener une vie, alors pas tout à fait normale, évidemment, je ne peux pas aller nager par exemple, donc il y a des limitations.
Alors le premier temps d'attente qu'on m'a donné, c'était de 18 mois, en moyenne, hein, sachant qu'évidemment chaque cas est différent en fonction de la taille, du poids, du groupe sanguin. Donc il y a toute une série de paramètres qui font que forcément chaque patient est unique. Et donc en fonction de chaque patient, la greffe doit être tout à fait calibrée. Et puis rapidement on m'a dit oui, le temps d'attente a plutôt tendance à s'allonger, et là on est autour de 22-24 mois. Et puis ça ne s'est pas passé, et donc là on est à 3 ans et demi. Alors ça, c'est un médicament qui permet de diminuer la tension. Donc le Pentomède limite la formation d'acide au niveau de l'estomac. Le Cipralexa, c'est un antidépresseur, parce que oui, attendre pendant 3 ans et demi, ça joue aussi sur le moral, et donc voilà. L'isotène, ça va jouer sur la fréquence cardiaque. Le Zyloric limite un inhibiteur d'acide urique, parce que j'ai eu des problèmes de calcul rénaux aussi. Et puis alors je suis obligé de prendre un antibiotique au long cours, 3 fois par jour, parce que j'ai développé il y a maintenant 2 ans la listériose, et du coup aussi un probiotique pour réguler la flore intestinale. Donc effectivement, c'était un gros changement depuis l'accident cardiaque. Oui, oui, oui. Par rapport à l'attente de la greffe en elle-même, le temps est très long. Maintenant, voilà, la situation dans laquelle je me trouve fait que j'ai encore des occupations et qui me permettent de m'occuper et d'avancer malgré tout. Je ne nourris pas de jalousie particulière par rapport aux personnes qui vivent entre guillemets normalement, parce que d'une part j'estime que notamment grâce au HeartMate, j'ai quand même encore la possibilité de faire certaines choses aussi, et puis voilà, de toute façon les choses sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas souhaiter à quelqu'un de se retrouver dans ma situation. Tant mieux que les gens vivent, ceci dit, dans la situation actuelle qui est liée au coronavirus. Je pense que pour beaucoup de monde, la vie a changé aussi d'une certaine manière. Alors, je m'appelle Gabriel, j'ai 47 ans et je suis en attente d'une 3e transplantation rénale. Je suis en hémodialyse depuis 2013. L'hémodialyse, c'est l'épuration du sang. C'est quelque chose qui se fait sur de nombreuses heures parce qu'on n'arrive pas à enlever toutes les toxines en un temps court. Donc il faut minimum 4 heures pour être débarrassé des toxines le plus correctement possible. Avec la ponction, donc de l'allumage à la ponction et la connexion, ça varie entre 1 heure et 1h30. Donc ici, je vais me masquer parce que parler pendant que je prépare mes seringues, c'est pas l'idéal. Nous qui sommes dans l'attente d'une greffe, on doit espérer l'arrêt de la vie chez une personne. C'est ça qui est un peu étrange dans la guérison de cette maladie. Il faut espérer la mort d'une personne. C'est pas très juste. L'idéal serait que la machinerie puisse être remplacée par une invention ingénieuse et qu'on puisse implanter dans le corps un appareil. Pour moi, le meilleur traitement de dialyse, c'est celui réalisé la nuit parce que c'est fait sur 7 à 8 heures. C'est moins contraignant que sur 4. Voilà, il n'y a plus
Il n'y a plus qu'à laisser faire. J'ai plus besoin de masque. Et moi, je peux démarrer ma nuit. Alors, c'était le coup de fil tant attendu et imprévu. Et donc là, on vous annonce qu'il y a un donneur. Il faut un moment déjà pour réaliser ce qui vous arrive, hein, parce que c'est quelque chose que vous attendez depuis des années, mais puis vous n'y pensez plus. Là, paf, ça vous tombe dessus. Et à peine arrivé à l'hôpital, dans toutes mes émotions, on m'a envoyé faire toute une batterie d'examens et on avait prévu la greffe en pleine nuit. À minuit, c'est pas le brancardier qui arrive, c'est le chirurgien. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Mais là, c'est l'ascenseur émotionnel qui tombe parce qu'on vous annonce qu'on ne vous greffe pas. Quand on m'a annoncé la bonne nouvelle, j'ai dit au revoir à ma machine. Parce que pour moi, c'était évident, quand j'allais revenir à la maison, je ne ferai plus de séance de dialyse. Donc je lui ai dit au revoir. Et là, le lendemain, quand je suis revenu, quand j'ai rallumé ma machine pour être dialysé, c'est là que j'ai eu le contre-coup. Autant j'ai été très fort à l'annonce et la nuit, même que j'ai passé une nuit blanche, j'étais très fort par rapport à cette annonce. Mais le coup, le blues, la descente vraiment de mon moral, ça a été à la dialyse suivante. Là, les larmes sont arrivées spontanément. Ça a été dur. Bonjour. On va à l'extérieur? Oui. Étant donné la prise d'immunosuppresseurs pour empêcher un rejet du greffon, ce médicament-là nous rend vulnérables face à toutes sortes de virus. Et encore plus aujourd'hui, avec le corona, la conséquence pourrait être très grave pour des gens qui sont sous immunosuppresseurs. La preuve en est que j'en connais qui se retrouvent en réanimation et on ne sait même pas encore s'ils vont s'en sortir. Donc ça me fait véritablement paniquer d'attraper le virus. Je prends les immunosuppresseurs dans l'espoir d'avoir une troisième greffe. Mais en prenant ce médicament, je sais que je suis donc vulnérable et je me suis demandé quel était mon choix finalement. Continuer la dialyse en enlevant les immunosuppresseurs, ne plus espérer de greffe, mais au moins être plus protégé face au virus. Donc c'est une question qui m'a traversé l'esprit. Votre vie, vous devez quand même l'aménager. Donc il n'est pas question que je vienne prendre 20-30 kilos, que je vais me laisser aller, parce qu'il faut être prêt pour subir cette intervention. Quand vous recevez le rein de cette personne, ce geste extraordinaire, vous faites doublement attention, parce que c'est un cadeau énorme et vous n'avez pas envie de l'abîmer. Donc là, vous faites vraiment attention et vous essayez d'avoir une vie la plus correcte possible pour préserver l'organe. Je m'appelle Colette. J'attends une transplantation de foie depuis 1 an et demi. J'ai signé mon accord le 8 mai et j'attends. Donc votre foie a été attaqué par La sarcoïdose, oui. C'est des petites nodules entre le derme et l'épiderme. Et moi, j'en avais plein les bras. Quand je travaillais, je voyais des boules, comme ça. Je dis, où ça y est. Je faisais mon travail. 5 minutes après, je devais arrêter, mais je reprenais comme si rien n'était. Et puis un jour, j'étais vraiment pas bien au mois de septembre. Ma belle-fille m'a conduit chez Dr Willput à Arlon. Et c'est là qu'avec tous les tests et tout ça, ils ont vu que la sarcoïdose s'est replacée sur le foie. Bien au chaud, naturellement. Et ça a rétréci le foie, quoi. Mais ça fait pas mal, on ne sent rien. Il faut quelqu'un de compatible avec moi. Mais c'est pas toujours facile. Il faut trouver à peu près la taille, le poids,
Et alors, c'est pas évident, quoi. Alors, et les sous-groupes de sang et tout, quoi. Et donc, ça, l'eau, vous avez droit que la bouteille là que vous avez pour la journée ou un peu plus? Ouais, c'est pour la journée, mais nous n'allons rien dire. C'est combien normalement? 75 centilitres? Oui, 75. Ouais. Et quand il faisait chaud, oh non. Là, c'est 1 litre, là, non? Oui. Ça devrait un petit peu plus quand même. Oh, des fois, je prends 3 bouteilles comme ça. Il faut pas charrier. 4, 5. 5 litres quand Oui, même. normalement, c'était 4. Et aujourd'hui, c'était le 5e. Mais c'est un jour sur 2, celui-là. Mais alors, la doctoresse qui est venue, mon médecin traitant, qui est venue, elle m'a dit, prenez celui-là tous les jours. Je ne sais même plus c'est pourquoi du pentomètre. Normalement, on doit attendre une demi-heure entre. Mais de temps en temps, comme aujourd'hui, je ne vais pas attendre une demi-heure avant de prendre. Voilà. C'est pas gai, parce qu'on a l'impression d'avoir pour tout le monde, quoi, demander à quelqu'un ou quoi. C'est comme mon mari, quand il veut un pot de confiture ou quoi, lui, il adore la confiture. Eh bien, on doit être à 2. Lui, il tient le pot. Des fois, il tape. Lui, il tapait avant, il faisait 100 kilos. Tout ça partait direct. Non, moi, j'ai une pince spéciale. On est là bien pendant 10 minutes. Là. Puis on arrête. Je dis, arrête un peu, je dis un peu. Et puis après, ça vient quand même. Mais bon... À la fin de la route, tournez à droite. Si vous aviez su, hein. Oh là là, superbe. On va la deuxième porte ici. Deuxième porte. Oui, la deuxième porte. Si ça va me faire un cadeau de Père Noël. Oui, bah, j'espère en tout cas. Même avant Noël, ce serait bien, non? Ben oui, c'est sûr, je ne veux pas que ce soit... Oui. Là, sur la liste, vous avez 19 points. Ça, c'est la dernière fois qu'on avait mis. Oui, et maintenant? Vous avez 19. Oui. Maintenant, chaque fois qu'on a une prise de sang, on regarde si vous gagnez des points ou pas Oui. pour l'adapter sur la liste. Mais vous, votre problème avec la maladie, c'est que votre prise de sang, elle est bonne, ça Oui. reste entre guillemets. Mais après, il y a, vous vous souvenez de l'encéphalopathie et l'acide qui ne rentrent pas en compte dans les points. Donc là, en hépatique, on a vraiment la chance d'avoir un suivi de A à Z de nos patients. Donc ça veut dire que le patient, une fois qu'il est envoyé chez nous à la consultation par son hépatologue, qui trouve qu'il est temps qu'on commence un peu à penser à la greffe, on le rencontre une première fois en consultation, puis il vient en hospitalisation faire un bilan pré-greffe qui dure plus ou moins une semaine, puis il revient en consultation. Et donc tout ça, c'est des moments où on a chaque fois l'occasion de connaître notre patient jusqu'à ce qu'il soit inscrit sur la liste. On l'inscrit sur la liste, le temps d'attente, on le vit avec lui. Et puis une fois qu'il est greffé, on vit le post-greffe avec lui aussi. Et donc c'est très agréable d'avoir ce côté où on connaît notre patient de A à Z. Et donc notre rôle, c'est l'infirmière, c'est la personne un peu qui est organisatrice aussi, coordinatrice, c'est bien dit. Et des fois un peu secrétaire aussi pour nos patients. Et puis pour répondre un peu
aux questions, aux inquiétudes et même faire des trucs tout à fait hors greffe. C'est ça qui est notre gros problème chez vous, c'est que votre qualité de vie, elle n'est pas bonne, mais ça se reflète pas dans ces points-là. Mais voilà, on va... Alors, je suis toujours à 19 alors. Oui, là pour l'instant, toujours à 19. Chaque fois qu'on Le calcule... mieux, c'est combien? Non, il y a une personne qui a beaucoup de points à 40 points, mais elle est aux soins intensifs souvent, avec de la dialyse, enfin, c'est vraiment une personne qui n'est pas bien du tout. Oui. Donc c'est ça l'ambivalence, c'est que si on n'a pas beaucoup de points, comme 19, c'est-à-dire que notre prise de sang est bonne, mais on a envie de monter sur la liste. Et donc c'est un peu une ambivalence bizarre cette liste, mais bon, vous avez expliqué que si on pouvait choisir pour qui on prenait le greffon, vous êtes dans notre liste. Hein. Oui. Ça, on va essayer de mettre en place parce que vous êtes bas et si on attend, ben, on peut encore attendre longtemps. Donc. Oh oui, non, ça fait 1 an et demi maintenant. Oui, hein. ben, du coup, mai 2019, hein, vous disiez. Oui. Il y a un moment où nous aussi, cette attente commence à devenir lourde et il y a un moment où il y a ce sentiment d'impuissance de l'équipe médicale aussi. On peut donner les antibiotiques, on peut traiter, on peut tout faire, tout leur donner, tous les conseils. Il y a un moment où il faut cette transplantation et nous aussi, on l'attend. Et puis, ben, ce qu'il y a, c'est dans combien de temps, madame ? Et ça, c'est le plus dur parce que les patients, des fois, on a envie de les calmer en disant « Ah, vous savez, pas avant 6 mois ». Mais en même temps, on dit ça et puis 3 jours après, ils sont greffés. Ils vont nous dire « Vous m'aviez dit 6 mois ». Donc, c'est toujours très, très compliqué et très compliqué de leur faire comprendre qu'on n'a pas de main mise là-dessus, qu'on n'a pas ce pouvoir, vraiment. Ah ben, mon corps, oui, j'ai assez maigri au début. Et puis mes jambes, hein, qui étaient toutes à cause de la cite, qu'ils appellent ça, qui me faisait avoir des jambes. Je savais même plus mettre une paire de chaussures, plus rien du tout. Là, c'était dur. Là. Oui, après, je vous dis, après 1 an et demi, on espère toujours que le téléphone va sonner. Je dis, si j'y pense de trop, ça ne va pas être trop bon. Alors, le jour que ça sonnera, on verra bien à ce moment-là. Mais bon, essayons que ça soit le plus tôt possible. J'espère que pour Noël, que ce sera fait, mais je ne sais pas. On verra bien. Je suis triste parce que c'est la conséquence d'un drame qui va me permettre d'obtenir un rein. Donc j'ai forcément des pensées pour cette famille qui est en train de vivre quelque chose de très difficile et pour laquelle ils ne sont absolument pas préparés. Et malgré tout, ils arrivent à dire oui pour le don d'organes. Chapeau aux familles qui acceptent. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience au niveau du geste. Moi j'ai un peu l'impression que finalement cette greffe, c'est un peu un mur en face de moi. Je ne sais pas très bien quelle est la distance qui me reste à parcourir jusqu'à ce que j'atteigne ce mur. Moi, je ne peux pas vivre en permanence avec cette idée qu'à tout moment, je suis susceptible de devoir filer vers la clinique Saint-Luc. J'ai voyagé quand même avec le neveu. On a fait des bonnes parties. Je dis, tu vois qu'on a eu raison. Hein. Je dis, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Ça, on ne sait pas. Il faut profiter, mes enfants, tant que vous êtes jeunes.